Qu'est-ce qu'un sociopathe? Est-ce que le dévoreur d'âme, le fameux pervers narcissique, est-il un sociopathe? Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne. Yes! C'est Alice Light. Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si tu ne me connais pas encore, sache que je m'appelle Alice Light, je suis fille d'une maman pervers narcissique et sur cette chaîne vidéo je raconte mon histoire, ce que j'ai vécu. En attendant, je voulais juste vous remercier d'être avec moi et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. J'essaye de vous donner le maximum de lumière sur toute cette histoire-là, les rencontres qu'on fait avec les pervers narcissiques, mais surtout d'apporter la lumière sur vous. Quelle définition attribue-t-on à un sociopathe? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, mes belles lumières, j'ai envie d'aborder avec vous quelle est la différence entre le sociopathe et le dévoreur d'âme. Ce qu'on appelle en psychologie, dans le DSM, le trouble de la personnalité antisociale, le sociopathe. Alors déjà, on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est que le sociopathe et surtout aussi, est-ce que c'est ça, un dévoreur d'âme ou pas? Alors, parlons du trouble de la personnalité antisociale qui a été étudié et développé depuis longtemps, depuis bien avant les années 50. Tout au début de la psychologie, quand le trouble de la personnalité est apparu, de manière générale, parce qu'il y a plusieurs dysfonctionnements, on avait tendance à classer les gens dans des troubles de la personnalité à partir du moment où ils avaient des troubles du caractère et du comportement. Ils avaient aussi des dysfonctionnements ou des tendances pathologiques dans leur personnalité. Donc au début, vraiment cette notion de trouble, elle était apparue comme étant des personnes qui avaient un comportement, on va dire, chronique. Autrement dit, c'était un comportement qui était bien intégré, qui était répétitif, qui était quotidien, qui était vraiment là. Donc c'était vraiment quelque chose qui n'était pas, qui apparaissait pas suite à des conséquences. En fait, c'est pas genre vous devenez antisocial parce que on a tué votre mari parce qu'il dealait de la drogue et tout à coup vous prenez un flingue et vous décidez de détruire la société, de brûler le monde entier. On parle pas d'un comportement, on parle d'un individu qui chroniquement en fait antisocial. Donc ça c'est bien important de faire la différence entre un comportement qui peut arriver à un instant T et quelque chose qui fait vraiment partie de la personne, qui l'empêche d'avoir des comportements avec les autres, d'être en relation et qui n'arrivent pas à se gérer en fait, qui malgré un fond moral normal sont toujours en conflit avec la société et les autres. Donc on avait d'abord un rapport de trouble du comportement, un trouble dans le caractère, des dysfonctionnements en fait voilà dans la pathologie de la personnalité et à ça a été ajouté en fait des comportements antisociaux, c'est-à-dire que la personne en fait a été en conflit avec la société et les autres. C'est un peu comme ça que les troubles de la personnalité étaient décrits quand la création du DSM s'est faite dans les années 40. Petit à petit, je vous donne toutes ces informations-là pour que vous suiviez le parcours. Dans les troubles de la personnalité, ils ont découvert en fait qu'il y avait vraiment, en 1952, un courant beaucoup plus précis qui était dû au débat sur la criminologie. D'accord ? Donc, la criminologie a amené à s'interroger en fait aux personnes qu'on retrouvait, les personnes qu'on retrouve dans les prisons, les gens qui ont des comportements antisociaux, donc qui sont hors la loi, qui sont agressifs, qui sont prêts à brûler tout un pays, qui sont violents, qui sont dans la criminalité, etc. Ben, comment ça se faisait que ces gens-là en fait existaient, quel profil psychologique en fait était établi chez les criminels. Donc c'est vraiment toutes ces notions-là qu'il faut voir derrière le trouble de la personnalité sociopathique. Il y a vraiment des études qui ont été faites dans les prisons et des questionnements qui se sont faits parce qu'à une époque, c'était le trouble de la personnalité sociopathique était carrément diagnostiqué comme quelqu'un qui était malade de la société. Autrement dit, c'était quelqu'un qui avait des réactions spécifiques à cette société, des personnes qui ont un mépris pour les codes sociaux conventionnels dans lesquels ils sont en conflit. Donc là, et en fait, ils vont surtout adhérer à des valeurs ou des codes de leurs propres groupes sociaux qui sont à l'opposé de, en fait, la société. Un peu comme on aura finalement en Amérique quand on pense aux gangs, etc. Ensuite, donc ils ont défini le trouble de la personnalité comme des personnes ayant 4 types de réactions spécifiques, la réaction antisociale et dissociale que je viens de vous définir, la déviation sexuelle qu'on retrouve chez les pervers narcissiques malheureusement, à travers soit le climat incestuel, soit des actes vraiment d'inceste, donc je vous reparlerai de ça, et les addictions. Donc c'était vraiment ce qui était défini dans les années 1952.
Puis en 1960, on est passé du trouble de la personnalité sociopathique à juste une définition, on le nommait personnalité antisociale. Et donc la personnalité antisociale était définie comme une personne en fait qui ne se sociabilisait pas tout simplement, toujours avec des conflits envers tout le monde, envers la société, les codes de la société, etc. Mais a été rajouté à cela, et c'est là que ça devient intéressant, quelqu'un qui est aussi égoïste, sans empathie, sans culpabilité, donc ça veut dire aussi aucun remords, qui n'avait pas de responsabilité, donc quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de très peu tolérant à la frustration, voire absolument aucune tolérance et absolument aucune loyauté. Donc là, on arrive à des concepts un peu plus précis, n'est-ce pas? Et ajoutons à cela que ce sont souvent des gens qui pourraient blâmer les autres par rapport à leur propre comportement ou à des conflits qu'ils sont en train de créer. C'est le problème, c'est les autres. Il a été étudié et débattu que, en fait, le comportement déviant de ces personnes-là, finalement, est-ce que ce serait pas l'adaptation une réponse à des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, dans son enfance, dans sa famille. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été menées, que ce soit dans les prisons, que ce soit auprès des familles, pour savoir s'il y avait des origines, car en psychologie, en fait, on sait très bien d'ailleurs en PNL aussi, que c'est pas l'événement qui produit en fait la réaction de la personne. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais l'événement n'est qu'un des paramètres. Il y a l'environnement, donc l'environnement c'est quoi? C'est le premier environnement que l'on connaît, c'est la famille. Et ça, j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et ça va influencer énormément la personne que l'on devient. Si on est aidé ou pas, si on est encouragé ou pas. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Parce que si aujourd'hui, vous êtes marié à un conjoint pervers narcissique ou que vous avez été marié et que vous avez eu des enfants, ces enfants vont avoir des comportements qui vont être issus de la situation familiale que vous leur avez donnée. Donc, s'ils sont encore en lien avec un pervers narcissique, ça aura un impact en fait, parce que l'environnement et la famille est le premier environnement dans lequel l'enfant grandit. C'est extrêmement important de bien prendre ça en compte, parce que du coup, ça peut expliquer parfois qu'il y a des enfants qui deviennent bipolaires, schizophrènes, etc., etc. Donc c'est important de se renseigner sur les pathologies qui existent. Et enfin, on en arrive dans beaucoup plus tard, avec aujourd'hui, je dirais dans les années 80 même, avec aujourd'hui dans le DSM 4 et 5, une définition beaucoup plus précise de ce que le trouble de la personnalité antisociale est. Et donc, il est caractérisé finalement, toujours par une sorte de criminalité, donc cette violation des droits d'autrui, ce comportement non conforme finalement à la société, aux lois, donc aux normes juridiques et sociales comme on dirait. Ce sont des gens qui ont du mal à avoir un emploi stable, qui ne savent pas s'engager durablement dans les liens du mariage, qui respectent pas les lois, qui n'arrivent pas à avoir des projets concrets. Ça peut être des adolescents qui sèchent l'école. Bon voilà, ça c'est un peu, faut vraiment étudier le sujet. Je veux dire, faut pas prendre juste ce détail en compte. Et donc je vais vous citer les caractéristiques telles que suivantes. Et voici les 7 caractéristiques qui, selon le manuel, le DSM-4, définit les personnalités antisociaux. Donc je vous donne les critères de comportement qui permettent de les définir. Donc en premier lieu, l'incapacité répétée à se conformer aux normes sociales, c'est ce qui regroupe les les 5 types de personnalités qui appartiennent au groupe antisocial, au trouble de la personnalité antisociale. Ils respectent pas les normes sociales, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pas respecter la loi, ils vont pas respecter les règles. Donc voilà, ils peuvent facilement faire commettre des actes ou des crimes illégaux. Donc souvent chez les narcissiques, on retrouvera cette notion de... Vous savez, ils vont signer des papiers derrière votre dos, et ça vous met en danger. Ils vont vous mentir en disant qu'ils l'ont pas fait, mais ils vont le faire quand même. Ensuite, vous allez devoir rembourser des frais que vous n'avez jamais dépensés parce que c'est eux qui l'ont fait. Ils vont vider le compte en banque de leurs enfants. Ils vont vous mentir, ils vont voler de l'argent, etc., etc. Deuxième caractéristique, la tromperie caractérisée par l'escroquerie ainsi que l'usage répété du mensonge et d'identité fictive. Alors ça, c'est vrai que c'est vrai que les narcissiques sont des escrocs, on va pas se mentir, et ils utilisent le mensonge répété de manière incroyable. Après, certains d'entre eux, ça dépend des cas. Par exemple, dans le cas de ma mère narcissique, je peux pas dire qu'elle a utilisé une identité fictive, puisqu'elle a toujours prétendu être elle-même, mais ça peut être des gens qui ont des doubles vies, vous voyez. Ça peut être, ils vont avoir une vie avec vous, une vie avec d'autres, enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Troisième critère, l'impulsivité ou l'incapacité à planifier. Alors là, c'est un critère qui est très intéressant et pour moi, il y a une différence
chez le sociopathe qui est dans l'incapacité à planifier parce qu'il est impulsif, qu'il n'est pas forcément à la recherche, on va dire, de sa place dans la société. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une place dominante pour écraser les autres. Il traite les gens comme des objets, tout comme le narcissique, mais le narcissique, il a besoin d'être au centre de l'attention, il a besoin d'avoir sa place, et donc il va planifier. Pour moi, le narcissique est capable de planifier. Quatrième critère, irritabilité et agressivité caractérisée par des attaques ou des conflits physiques réguliers. Là encore, il y a plusieurs types de narcissiques. C'est vrai que le psychopathe et le sociopathe sont impulsifs et considérés comme beaucoup plus dangereux que le narcissique. Le narcissique ne va pas toujours employer la violence physique. Certains oui, d'autres non. Donc là, je dirais que c'est plus du cas par cas. Mais encore une fois, ce sont des comportements, d'accord? Donc ce sont des comportements qu'on peut retrouver chez le psychopathe, chez le sociopathe, chez le narcissique, chez le borderline et chez l'histrionique. Cinquième critère, l'indifférence pour sa propre sécurité et celle d'autrui. Dans un sens, c'est un peu ce que je vous disais. Financièrement parlant, le narcissique ne va pas hésiter un seul instant, hein, le dévoreur d'âme, il ne va pas hésiter un seul instant à ruiner toute la famille, même si ça le ruine lui aussi, parce que lui de toute façon il s'en fout, il va aller voir un autre pigeon pour lui ruiner sa vie. Donc voilà, donc c'est pas faux. Sixième critère, irresponsabilité ou inaptitude à honorer ses obligations professionnelles et financières. Ça c'est tellement vrai. Septième critère, absence de remords rendu manifeste par l'indifférence affichée et la rationalisation de ses fautes et ou crimes. Alors oui, non, c'est-à-dire que le dévoreur d'âme, il n'a pas besoin de rationaliser ses fautes ou ses crimes, il va tout simplement rejeter la faute sur l'autre, puisqu'il est dans le déni en permanence, il est dans le déni et il est dans le rejet inconscient de ses propres émotions. Hein. Paul-Claude Racamier nous en parle énormément de tout ce qui est à l'intérieur de lui et qu'il refuse en fait de vivre et qu'il va projeter ça sur les gens, d'accord? Donc il va projeter ses erreurs et ses fautes sur les autres, mais lui ça n'existe pas dans ce monde. Là je dirais que c'est une grosse différence avec le psychopathe et le sociopathe, c'est qu'en fait, même si chacun a une absence de remords, ben le narcissique il a pas besoin de rationaliser ses fautes. Il va tout simplement, ça n'existe pas, ça n'est pas lui. C'est lui, il a rien fait. Vous comprenez? C'est pas la même notion que la rationalisation des fautes et le déni. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc je comprends ce critère-là parce que quelque part c'est vrai, mais pour moi ça se passe pas du tout comme ça chez le dévoreur d'âme. Enfin bon, c'était juste un détail. Donc voilà, ça ce sont les critères qui appartiennent vraiment au trouble de la personnalité antisociale dans lequel on va retrouver ces différents types de personnes. Pour poursuivre la différence entre le trouble de la personnalité narcissique et le trouble du sociopathe qui font tous les deux partie des troubles de la personnalité antisociale, vraiment la plus grosse différence, je dirais, c'est que le dévoreur d'âme, il a un sens grandiose de sa propre, de sa propre personne, de sa propre importance. C'est quelque chose qui est vraiment très présent puisqu'il est narcissique. Et encore une fois, quelque chose qui pour moi fait aussi une grande différence, c'est que pour toutes les personnes qui l'ont eu en tant que parents, le pervers narcissique est quelqu'un extrêmement envieux et extrêmement jaloux. Donc il aura des comportements vis-à-vis des autres qui seront vraiment menés par ces émotions très violentes parce elles peuvent l'emmener loin. Il y a le masque de la séduction, mais il y a aussi le fait que le dévoreur d'âme veut vraiment manipuler l'autre, euh, envers qui il projette sa haine, sa souffrance, sa violence, voilà l'abandon qu'il a pu vivre dans l'enfance, le rejet qu'il a pu vivre dans l'enfance. Mais je dirais que par rapport au masque social aussi, c'est une très grande différence. Le narcissique a vraiment besoin de ce masque social pour séduire, pour avoir de l'emprise sur sa proie. Donc ça c'est très important à bien comprendre puisque ben, le narcissique hein, il est vraiment dans le déni de sa propre vie, de sa vie, de ses souffrances intérieures qu'il aura tendance à projeter de manière inconsciente sur sa proie parce que dans le fond et c'est là où j'étais pas d'accord avec la personne qui a prétendu mieux savoir que moi ce que j'avais vécu dans mon histoire de vie, parce que je lui ai dit que pour moi les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique, donc le dévoreur d'âme,
en effet, ils ressentent pas des sentiments, mais ils ressentent quand même de la peur. C'est quelque chose qui est en eux de manière inconsciente. C'est ce que je vous ai expliqué avec la faille traumatique et la faille de l'enfant intérieur, la faille de l'âme. En fait, dans leur toute petite enfance, à un moment donné, il y a quand même eu des problématiques avec leurs parents de séparation. Qui fait que ils se sont pas construits correctement au niveau de leur narcissique, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables d'identifier qu'il y a un autre à l'extérieur d'eux-mêmes, d'accord? Et donc, au niveau de leur cerveau émotionnel, leur empathie ne s'est pas développée. Alors, je vous avais défini ce qu'était l'empathie dans une de mes anciennes vidéos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont incapables de, de se mettre à votre place, de ressentir ce que vous pouvez ressentir quand ils vous manipulent et ils vous font du mal. C'est pour ça qu'on a tendance à entendre que le dévoreur d'âme, il est conscient sans être conscient de ce qu'il fait. En réalité, il est conscient de la souffrance qu'il inflige, mais il ne la ressent pas, puisqu'il n'y a pas d'empathie. Et tout au fond de lui, dans un inconscient très profond, il a peur. Il a peur d'être détruit, il a peur d'être abandonné, rejeté comme il l'a déjà vécu dans la toute petite enfance, d'être humilié, d'être dénigré, d'être persécuté, d'être nié. Et toutes ces parties inconscientes de lui font qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc ça, c'est à la fois une similarité avec le sociopathe, à la fois une différence dans le sens où le sociopathe, comme je vous l'ai dit, le sociopathe, lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'environnement dans lequel il a grandi, familial, l'environnement de la société, etc., dans lequel il a grandi, qui a fait qu'il est devenu sociopathe, contrairement au psychopathe qui, lui, n'est comme ça. Et donc en fait, il a reproduit des comportements ou bien il a commencé à mettre en place des comportements à l'image de ce qu'il avait besoin de faire pour s'en sortir autour de lui. Et donc, quand il est jeune, vraiment très jeune, le sociopathe, il est capable de ressentir un peu de culpabilité, de ressentir des peurs, et puis un jour ça disparaît, il se déconnecte complètement de ça. De la même manière que le narcissique, même s'il ne ressent pas les émotions des autres, et même s'il est dans le déni permanent de lui-même, je vous rappelle qu'il est quand même très fortement dans des comportements dans lesquels il y a de la haine, de la violence, la nécessité de vous faire du mal. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'ils ne ressentent rien, c'est absolument faux. Parce que s'il ne ressentirait rien, il prendrait pas un plaisir jouissif de faire du mal à l'autre, il n'utiliserait pas la haine et la crise de rage pour nous exterminer, pour nous humilier, pour nous dénigrer. Il passerait pas son temps à essayer de nous rabaisser. Parce que quelqu'un qui a besoin de rabaisser l'autre, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Même s'il est dans le déni, il y a des choses en lui. Et ça, on ne fera pas dire le contraire pour l'avoir vu 20 ans en face de moi. Et que cette personne allait oser dire « Ah bah dans ce cas-là, c'était pas un vrai pervers narcissique, puisque tu dis qu'elle ressent des choses. » Attention, j'ai pas dit que la personne narcissique était consciente de ce qu'il y avait en elle, puisque tout se joue dans l'inconscient. Et c'est là la différence, et c'est toute l'importance de la conscience et de l'inconscient. Si aujourd'hui je vous demande si vous êtes conscient d'être dissocié, parce que si vous avez vécu des traumas, vous avez probablement vécu une dissociation, peut-être la plupart d'entre vous, à 90%, vous serez incapable de me répondre. Et pourtant, sans doute, ça vous est arrivé parce que c'est un des comportements issus des traumas. Et je pense que sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens traumatisés, n'est-ce pas? Je me trompe? Donc à un moment donné, il faut pas mélanger le fait que, oui, le narcissique n'est pas connecté à ses émotions, il a absolument pas de remords, pas d'empathie, pas de culpabilité, pas de honte, mais attention, il vit quand même dans la haine, dans le plaisir de faire du mal, donc c'est bien qu'il ressent des choses, et dans le déni de lui-même. Donc s'il est dans le déni, c'est qu'elles sont là. C'est qu'elles sont là, les émotions et les sentiments. Simplement, il y a plus accès, c'est ce que je vous expliquais avec l'enfant intérieur sur la vidéo où je vous expliquais qu'il y a une coupure avec l'amour, donc ils sont pas connectés à l'amour, ils sont pas connectés à énormément de choses. Maintenant, ça veut pas dire que ça n'existe pas en eux. C'est la même chose que ce que je vous disais sur le chemin de l'amour. Il y a des choses en eux auxquelles ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas accès. Et c'est important de le rappeler parce que à force de dire que ce sont des gens vides, ben les gens vont finir par se faire avoir parce qu'ils sont pas si vides que ça. Et c'est bien la problématique, c'est que tout ce qu'il y a de mauvais en eux, ils vont vous le rentrer en vous. Et comme vous allez être leur proie, vous allez l'intégrer. Vous allez intégrer tout ce qui leur appartient, dont ils sont, avec lequel ils sont en déni, avec lequel inconsciemment ils refusent de réaliser que c'est présent. C'est vous.
C'est vous qui allez le vivre. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle de la projection. Non seulement ils sont dans le déni, mais ils sont dans la projection. Donc rappelez-vous bien de ça. Rappelez-vous bien de ça, que ce vide n'est pas si vide. Et que c'est quand même pas la même chose d'être vide d'émotions et d'en être déconnecté ou de le renier, d'être dans le déni et de ne pas vouloir en prendre conscience. Enfin, je dirais que pour finir, d'ailleurs, c'est ce qui différencie le psychopathe du narcissique, c'est que le psychopathe, lui, vraiment, ressent quasiment pas de sentiments envers les autres. Donc, ils sont vraiment sur des comportements complètement détachés par rapport au monde réel, mais ils sont pas au point d'être comme le narcissique qui, lui, a un niveau d'estime très 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 élevé, qui a besoin d'être le centre d'attention et de maintenir le pouvoir dans les interactions avec les gens dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. Ce sont les psychopathes qui ne ressentent absolument aucune émotion. Donc c'est pour ça que je fais très attention à ce que j'essaie de vous transmettre sur YouTube, parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de données, tellement de gens qui répètent la même chose avec des informations pas vérifiées, des articles pas vérifiés, etc. etc. Et moi, quand j'entends ces gens-là qui me parlent à moi, alors qu'ils n'ont jamais vécu cette histoire-là, et qui me disent ça, j'ai envie de leur dire, mais tu confonds tout. Tu confonds le psychopathe, tu confonds le sociopathe et tu confonds le narcissique. Et c'est quand même pas la même chose d'envier les autres au point de vouloir les détruire comme le narcissique, que de vouloir tuer quelqu'un. Parce que le psychopathe, il prend plaisir à tuer. Bon, bah le narcissique, il prend plaisir à détruire. C'est quand même pas la même notion. Il faut pas tout mélanger, en fait. Faut pas mélanger le déni et le fait qu'une personne ne ressent absolument rien. C'est pas la même chose non plus. Attention, je sais que ça y ressemble, je sais que c'est proche, mais voilà, si tout le monde commence à tout mélanger, ça va vite être le bordel. Je dirais une dernière différence entre un narcissique et un sociopathe aussi, c'est que pour l'avoir vécu avec une mère narcissique, les narcissiques ont besoin de s'attribuer vos réussites, vos mérites. Donc c'est-à-dire, c'est l'histoire de Dieu le grandiose. Je vous présenterai le profil que j'appelle Dieu le grandiose chez le narcissique bientôt. Ça va arriver. Et donc ils ont besoin quand je vous dis qu'ils ont besoin d'être au centre du monde, ça inclut toutes ces notions-là, ça inclut cette notion voilà, de s'attribuer les mérites des autres. C'est pour ça que pour eux, avoir une place dans un travail ou ce genre de choses est très important, là où les comportements impulsifs du sociopathe auront tendance à le rendre déjà dangereux vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, et donc il ne pourra pas forcément avoir de la stabilité dans un métier. D'ailleurs, les sociopathes, les psychopathes finissent en prison. Les narcissiques, j'ai pas entendu dire qu'on les voyait en prison. Donc ça montre bien qu'il y a une différence de comportement. On parle bien de comportement. Je reprends vraiment les termes de Paul-Claude Racamier dans une de ses conférences où il parle bien d'une agonie psychique, d'un déni psychotique et de perversion narcissique, ce qui n'a rien à voir avec le terme sociopathe dans lequel on va retrouver le caractère social, c'est-à-dire cette notion où les personnes sociopathes n'arrivent pas en fait à s'intégrer dans la société. Ah oui, et dernière différence, je dirais, mais en tout cas c'est mon point de vue, que les sociopathes ne sont pas dans l'imitation, c'est-à-dire que en fait comment je pourrais expliquer, les narcissiques ont vraiment ce besoin d'imiter vraiment les comportements humains sur leur visage, les émotions humaines. Ils vont vraiment jouer là-dessus parce que déjà ils sont narcissiques et du coup en fait ils ont besoin de faire croire à l'autre qu'ils n'ont pas un vide émotionnel intérieur puisqu'ils sont dans le déni, ils sont coupés de ça. Du coup, ils vont avoir besoin de porter plein de masques. Et les masques, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai défini 9. Je vais vous les présenter en vidéo, ça arrive bientôt. Alors que le sociopathe, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est quelqu'un qui est pas conforme aux normes de la société. C'est quelqu'un qui est très impulsif, qui a tendance à s'isoler, à se retirer de la société, à se mettre dans des situations risquées et dangereuses. C'est pour ça qu'ils finissent dans les prisons. Bien sûr, ça reste des manipulateurs, des trompeurs, des menteurs, comme les narcissiques. Et aussi, bien évidemment, ils ont besoin de l'autre dans le sens où en fait, c'est comme toutes les problématiques, c'est l'histoire du Batman et du Joker. S'il n'y a pas de Joker, il n'y a pas de Batman. S'il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Joker. Donc voilà, le sociopathe, c'est quelqu'un qui va commettre des actes illégaux et hostiles. S'il n'y avait pas une société, s'il n'y avait pas des règles, il commettrait pas d'actes illégaux et hostiles. Vous voyez ce que je veux dire?
je dirais que c'est l'une des grandes différences avec le narcissique qui, même si les narcissiques, ils ont tendance à voler l'argent, à vous mettre en danger, à détruire vos finances. Il y a des parents narcissiques qui vont aller jusqu'à vider les comptes en banque de leurs enfants. Ça, j'ai connu personnellement. Et j'ai connu une autre amie qui avait vécu la même histoire. D'ailleurs, son père narcissique avait fait ça et s'était enfui du pays. En plus, c'était un militaire, donc c'était facile pour lui de ne jamais être disponible. Et oui, on les retrouve partout. Certains sont des militaires, certains sont des médecins, certains sont des psychologues. C'est bien le problème. Mais je dirais que voilà, il y a quand même dans les comportements, dans l'infiniment petit, des petites nuances comme ça que je viens de vous expliquer entre narcissique et sociopathe. Et c'était important de les reprendre, de les recontextualiser. Parce que pour moi, le sociopathe aussi, chose que je n'ai pas dit, même s'il peut s'emporter dans des colères, je pense, très très violentes, il fera pas la petite crise, la rage narcissique, parce que la rage narcissique, la particularité de la rage narcissique, c'est qu'elle est disproportionnée. Je vous ai parlé de mon voisin qui m'a cassé les couilles l'autre jour quand il a roulé sur mon chat, et qui s'est jamais excusé, et en fait, je lui ai demandé 3 fois de partir, il a pas voulu, et la 3e fois, je me suis énervée, j'ai dit maintenant tu rentres chez toi, en lui parlant mal poli, mais c'était mes émotions, et je regrette pas du tout de lui avoir parlé comme ça. Sa réaction, elle a été disproportionnée, c'est-à-dire que il a eu des propos d'ailleurs qui étaient aberrants, choses qui pour moi sont caractéristiques du narcissique. Je vous donne des exemples. Si, puis si c'est ça, je te dis plus bonjour, je te dis plus au revoir. C'est-à-dire que tu viens de tuer un animal, donc je m'en fous un peu que tu me dises bonjour, au revoir en fait. Là, c'est pas le sujet. Donc en fait, ils ont tendance à avoir des comportements violent mais disproportionné, c'est-à-dire que n'importe quelle personne humaine n'aurait pas réagi comme ça. Elle m'aurait dit bon par contre vous auriez pu me le demander plus gentiment, ou elle m'aurait dit écoutez je vois que vous allez pas bien, je vais vous laisser, je suis désolée pour votre chat. N'importe quelle personne aurait eu un comportement humain normal, mais ces gens-là n'en ont pas parce qu'ils sont dans la disproportion, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être le centre du monde. Donc ils vont réagir mal dans tous les cas, mais c'est quand même pas la même chose qu'un sociopathe qui peut aller jusqu'à tuer quand même. Enfin les mecs qui finissent en prison quoi. Est-ce que ce voisin est en prison? Ben non, parce que si demain je porte plainte pour ça, ben personne va donner du crédit à mon discours. Donc voilà, faut pas oublier qu'avec les narcissiques, en tant que victime, on ne donne pas de crédit à notre discours. C'est-à-dire que si on va parler déjà d'abus, les femmes violées, on les écoute jamais. Et si on va parler de crise narcissique, dire que la personne, elle nous a abusé, humilié, elle nous a hurlé dessus, elle a eu des propos dégradants, etc. Elle a eu un comportement assez agressif, ben en fait, il va rien se passer. Alors que les sociopathes et les psychopathes, ils ont des comportements 10 000 fois plus dangereux au point que ben ils finissent en prison. J'insiste un peu avec ça pour qu'on ait bien cette image en fait du sociopathe qui finit en prison et du narcissique qui arrive à s'intégrer dans la société et à se rendre invisible pour continuer à faire du mal. C'est ça aussi que j'essaye de vous faire comprendre, parce que c'est trop facile de dire qu'ils sont tous pareils. La personnalité, elle est tellement complexe, il y a quand même, ça fait des années, ça fait 80 ans qu'on essaye d'élaborer des notions comme ça, et voilà, et on en est toujours en train d'essayer d'expliquer qui est qui. Ben, d'un moment, il faudra peut-être se mettre d'accord. Moi, je me mets d'accord avec ma version. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Même si le trouble de la personnalité antisociale, de la psychopathie, de la sociopathie sont très proches et regroupés avec le trouble narcissique dans le trouble de la personnalité antisociale, il y a quand même de nombreux chercheurs qui ont fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de faire des diagnostics sur ce genre de personnalité. Et en plus, racamier, c'est de la psychanalyse. La perversion narcissique, ce n'est que de la psychanalyse. Là où le trouble de la personnalité antisociale, c'est de la psychologie, d'accord? Ça appartient au DSM, ils en sont 5. Et il y a des facteurs qui regroupent en fait ces gens-là, mais il y a quand même beaucoup de tests de personnalité à pratiquer pour comprendre qui ils sont exactement, pour bien les différencier, comme je vous l'ai dit dans le trouble de la personnalité antisociale. Souvent, un trouble peut se cumuler avec un autre. Donc c'est aussi ce qui fait que faut pas faire n'importe quoi, faut pas dire n'importe quoi, et c'est ce qui fait que ces gens
il faut consulter pour que ces gens soient diagnostiqués. Et la problématique, c'est que le narcissique, on le voit quasiment jamais. Là où le sociopathe et le psychopathe, on les voit parce que les études sont faites quand ils sont en prison. Donc voilà, voilà, je voulais juste vous parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Je trouvais que c'était important d'aborder tous ces sujets-là, d'essayer d'expliquer les différences et les ressemblances en fait entre les cas. Donc voilà. Voilà, sur ce mes belles lumières, j'espère que ça vous aura éclairé sur quelques notions. De toute façon, je vais commencer à vous envoyer les masques que j'ai définis chez le narcissique. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais des gros bisous, moustaches d'amour et de lumière.